Chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Mes chers amis parmi les auditeurs, ce soir nous vous offrons le programme de minuit le plus long de toute l'histoire de la radio de Saïgon. Cette émission est diffusée en direct depuis une mansarde au 3e étage d'une maison située rue Tien Dia. À Ho Chi Minh Ville, la brise nocturne s'insinue discrètement par les interstices des fenêtres brisées. Elle charrie la fumée des crêpes vietnamiennes tout juste cuites et leur parfum sucré. Mêlé aux échos persistants d'un haut-parleur de karaoké qui, quelque part au loin, continue d'entonner des chansons sur le retour au delta du Mekong. Cette nuit, nous ne ferons pas seulement un tour de la Terre, mais 3 tours complets. Nous commençons à 22h au milieu de la foule des rues au néon du 1er arrondissement. Nous contemplons l'aube rosée sur le mont Fuji. Nous grelottons de froid sur la place du marché gelé de Magdebourg en l'an 1654. Puis nous nous tenons devant l'Institut de recherche de Dalat face à une température extrême de moins 269 degrés Celsius, qui pénètre jusqu'à la moelle des os. Tout ce voyage n'a qu'un seul but, répondre à la question que nous murmurons chaque soir à l'oreille de notre mère. À savoir si nous sommes des enfants de la ville ou des enfants de la campagne. D'abord, laissons-nous réveiller par l'odeur qui réveille toute la ville de Saïgon. La promenade piétonne Nguyen, l'étal de tante Coaba. Sur la table en plastique rouge trône un grand verre rempli de glaçons et de café au lait doux s'élève une vapeur chaude. La motocyclette Honda Wave Alpha ronronne comme un dragon qui refuse le sommeil. Avec le bruit de son moteur, le rire des jeunes filles éclate, clair et joyeux, depuis leur téléphone intelligent. Les glaçons teintent gaiement contre le verre avec un son cristallin. La fumée des cigarettes thé à accent circonflexe, Enlon s'enveloppe du parfum intense des fleurs de lait en pleine floraison et monte vers le ciel. Le cœur bat si fort que toute la rue pourrait l'entendre. Voilà Saïgon à 18 ans, au 4e étage, dans une chambre de 15 mètres carrés louée chaque mois. Ouvrir la fenêtre, et la rue scintille comme une galaxie tombée du ciel sur la terre. Allongé dans le hamac, les écouteurs diffusent à plein volume la chanson Étranger. Ô étranger, et rêver d'une grande maison avec des portails et des fêtes interminables sur le toit. 15 années s'écoulent doucement, comme la crème dans le café. Le même individu, désormais plus âgé, est assis dans un fauteuil en bambou dans le jardin de café aux portes de Cuchy. Saluant le matin à 5h15. Au bord du village, le premier coq chante, les immenses feuilles du figuier bruissent au-dessus de la tête. L'eau de pluie de la nuit précédente fait encore fumer le sol de basalte rouge. Des 2 mains, envelopper une tasse chaude de thé d'artichaut. Des bouts des doigts, caresser doucement les 3 jeunes plants de bougainvilliers plantés la veille. Sur les pétales rouges des fleurs brille la rosée matinale. Sourire pour soi-même et se dire « Qu'en suis-je donc devenu ainsi ?» Personne ne répond, seule une nuée de moineaux applaudit en battant des ailes. Le changement arrive aussi silencieusement qu'une goutte de café qui glisse le long de la paroi intérieure du verre. Et pourtant il colore le monde entier. Dans la jeunesse, le rire est la preuve que l'on vit. Dans l'âge mûr, le calme des feuilles qui tombent est la preuve que l'on respire encore. Aucune des 2 options n'est juste ou fausse. Le cœur ne cherche qu'un nouveau ciel. Les physiciens affirment, on ne peut connaître simultanément la position exacte et la vitesse exacte d'un électron. Aujourd'hui on mesure la position. Demain la vitesse, c'est tout. La vie est pareille. Aujourd'hui on choisit la ville. Demain la cour de campagne. Les 2 sont un foyer. Seule la voix qui raconte diffère. L'une est le rugissement du moteur. L'autre le murmure du vent. Venez, montez dans mon train du temps. Nous remontons 2300 ans en arrière. Sur des rues de marbre baignées de soleil. L'après-midi doré à Athènes. La lumière solaire couronne comme une diadème les cheveux argentés du philosophe Aristote. Sa tunique blanche flotte comme une voile. Les disciples l'entourent comme des oiseaux autour d'un phare. Il lève un doigt vers le ciel bleu infini et proclame « La nature a horreur du vide ». Ces 4 mots résonnent comme la cloche de bronze du Parthénon jusqu'au XXe siècle. Il explique « Obturer l'extrémité d'un roseau, aspirer l'air, et l'eau monte en glougloutant joyeusement. Ôtez le seau, et l'air siffle de nouveau à l'intérieur. Car l'univers n'admet aucun espace vide. Imaginez un Alexis âgé de 10 ans, pieds nus au bord d'une source de montagne. Il est un garçon de Corinthe. Joues rondes, yeux grands comme des assiettes. L'eau lui éclabousse le visage. Il sursaute. Cette petite expérience enfantine convainc des générations. Pourtant, à des centaines de kilomètres, sur la roche volcanique noire de Léger, un autre penseur, Démocrite, est assis seul, caresse sa barbe et rit doucement. Non. L'univers est la danse d'innombrables petits atomes dans le vide infini. Il imagine des particules invisibles qui se heurtent, tournoient, tissent nuages, mer et étoiles, sans microscope ni pompe. Son récit est comme un conte de fées du soir. Les gens rient du vieux rêveur. Les humains croient plus volontiers ce que voient les yeux que ce qu'imagine le cœur. Le débat semble clos, mais le matin du 11 octobre de l'an 1643, dans un atelier poussiéreux de polissage de lentilles à Florence,
Le mercure goutte à goutte dans un bassin de cuivre. Chaque goutte annonce comme un coup de fusil une révolution. L'élève de Galilée, Evangelista Torricelli, âgé de 35 ans, d'une main tremblante, il remplit un tube de verre long d'1 mètre avec du mercure. Lourd comme de l'argent fondu. Boucher l'extrémité ouverte avec le pouce. Le cœur bat la chamade. Puis retourner le tube, le placer dans un bassin. Le mercure descend, s'arrête exactement à 76 cm. Au-dessus, un vide parfait, ni air, ni vapeur d'eau, rien, d'une écriture tremblante. Notez, nous avons créé un vide. La nouvelle vole comme le vent dans les ruelles pavées. Les gens se rassemblent sur la place. Chuchotent entre eux, peut-il vraiment exister quelque chose qui n'est rien? Les vieux professeurs secouent la barbe. Impossible, cet espace est rempli d'un éther invisible. Il s'accroche à Aristote. 5 ans plus tard, le mathématicien Blaise Pascal, âgé de 25 ans, porte le tube de mercure au sommet du Puy de Dôme. 1465 mètres d'altitude. Le vent fouette les oreilles. Les nuages coulent à hauteur de poitrine. Le souffle se transforme en brouillard argenté. Au pied de la montagne, 76 cm. Au sommet seulement 68 cm. Pascal se tient dans les forêts de pins. Jour rosy, sourit face à la tempête de neige. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Le vide est réel. Des aiguilles de pin doré volent comme des confettis dans la neige. En l'an 1654, la place du marché devant l'hôtel de ville de Magdebourg devient la scène d'un miracle. L'hiver mord l'air. Chaque respiration produit des fantômes blancs. Le bourgmestre Otto von Guericke, âgé de 52 ans, il assemble 2 hémisphères de bronze d'un demi-mètre de diamètre. De chaque côté, 8 chevaux, soit 16 immenses chevaux qui soufflent une haleine chaude. Leurs sabots frappent lourdement le pavé. La soupape siffle, la pompe gargouille, l'air disparaît, tiré, les cordes grincent, les sabots glissent, l'écume jaillit des bouches, les hémisphères ne bougent pas. La foule retient son souffle, s'enlace, des larmes coulent, une soupape clique, l'air siffle de retour, les hémisphères tombent avec un cliquetis métallique. Un tonnerre d'applaudissements fait tomber le givre des toits. Les enfants sautent comme des feux d'artifice. De l'autre côté de la Manche, Robert Boyle, âgé de 33 ans, enferme une petite cloche de laiton dans une énorme cloche de verre. Tournez lentement la pompe. D'abord le son est ding-ding, comme l'appel de la mer au dîner. Clair et pur, puis il devient murmure, puis silence. Seuls les battants claquent, claquent, claquent. Boyle sourit, le son n'a besoin d'air pour voyager. Le silence sous la cloche est plus lourd que n'importe quelle tempête. 2 siècles plus tard, en l'an 1887 à Cleveland dans l'Ohio, l'expérience la plus précise de l'histoire. Albert Michelson et Edward Morley divisent un rayon lumineux en 2. Les font courir perpendiculairement. Des miroirs tournent plus vite que les ailes d'un colibri. Le vent d'éther devrait décaler les franges d'interférence d'un millième de cheveux. Chaque nuit, les aiguilles restent immobiles. Michelson se cache le visage dans les mains. Où est l'erreur? 18 ans plus tard, dans le calme du bureau des brevets de Berne en Suisse, Albert Einstein, âgé de 26 ans, sirote un café et sourit. Pas besoin d'éther. La vitesse de la lumière est la même pour tous. La théorie de la relativité naît. L'éther s'évanouit comme la brume matinale. Aujourd'hui même, le 6 novembre 2025, dans la chambre cathédrale du Jefferson Lab en Virginie, une densité d'à peine une molécule par centimètre cube, refroidie à moins 270 degrés Celsius. Des lasers verts tirent, des détecteurs cliquent, des paires électrons-positrons jaillissent du pur néant, exactement comme la théorie quantique des champs de 1928 le prédit. Il y a 3 jours, l'Université de Chicago a publié des images au ralenti à 1 million d'images par seconde. 8 qubits supraconducteurs brillent comme de la poussière d'étoiles, capturant les fluctuations du vide de 0 à 80 milliards de Hertz. Chaque flash est un petit Big Bang. À Dalat au Vietnam, dans une chambre aux parois souples, la pression est réduite à 1 millième de milliardième de la pression atmosphérique, soit 10 puissance moins 12. Des ingénieurs recouvrent des batteries lithium-soufre d'une couche de graphène d'une épaisseur d'un atome unique, atteignant 1500 cycles de charge. Un jeune technicien tremble. Le hurlement de la pompe donne la chair de poule. Nous nous tenons dans un lieu où l'air est interdit. Et nous façonnons l'avenir. Avant-hier, le télescope spatial James Webb a photographié des amas de galaxies à 132 milliards d'années-lumière. En 0,3 secondes, le vide extrêmement froid clignote, laissant les empreintes digitales d'un plasma de quarks et de gluons. C'est la matière qui existait 1 millionième de seconde après la naissance de l'univers. Demain à 3 h du matin, sous le paysage suisse, le grand collisionneur de Hadron rugira à 14 000 milliards d'électronvolts. Allumez le flux en direct. Vous entendrez un doudong. C'est le son lorsque le vide quantique engendre une nouvelle particule de Higgs. Revenons à l'instant présent. Vous êtes assis sur le canapé du salon, une tasse de thé chaud entre les mains. Autour de vous semble régner une ère ordinaire.
Repensez-y, chaque seconde, 4 × 10 puissance 14 neutrinos traversent votre corps. 10 000 photons de rayonnement cosmique embrassent votre rétine. Dans chaque centimètre cube d'espace apparemment vide, des milliards de paires de particules virtuelles clignotent et s'évanouissent. Le vide quantique vous murmure à l'oreille, le silence n'a jamais été vide. Le bruit n'a jamais été plein. Votre vie est pareille, que vous choisissiez les gratte-ciel ou le potager familial. À l'intérieur de vous bouillonne l'univers. Posez la tasse de thé, inspirez lentement, vous venez d'avaler 100 milliards de molécules d'air, et d'innombrables essaims de particules qui ne vivent que 10 puissance moins 9 secondes avant de s'éteindre. Bienvenue dans le véritable univers. Ici, l'espace vide est à jamais interdit. L'émission de minuit d'aujourd'hui s'achève ici. Demain à 3 h du matin. À bientôt. Alors le monde entier entendra le chant du vide. Je vous offre une nuit débordante de particules virtuelles. Et un matin après lequel votre cœur soupire. Bonne nuit, Saigon. Bonne nuit, univers.